bon matin, bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 29e épisode des Sommeliers de la lutte. Ici Max Perriard qui est en compagnie du tenace Pierre Gastonguay. Comment ça va, Pierre? Ça va très bien. Je suis tenace parce que j'écoute la lutte. Puis il faut être tenace quand il y a beaucoup d'heures de lutte par semaine à écouter. En plus de notre vie régulière de tous les jours. Fait que, je te renvoie le compliment. Nous sommes tous tenaces, mais nous sommes tenaces pour vous. Ben oui, qui écoutez. Puis ça porte fruit. Écoute, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Fait qu'un gros merci. Pour ça. Moi, j'ai eu une grosse semaine à l'extérieur de ma vie avec, j'en avais parlé dans le dernier épisode, là, le petit truc de maison qu'on regarde présentement. Puis là, ça s'enligne bien. Bien. Mais, comme toute grosse transaction avec beaucoup de sous, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de papier, beaucoup de paperasse à remplir, à aller voir, à aller signer. Ah ouais. Le téléphone avec plein de gens différents. Ah ouais. Négociations avec des banques, des agents, tout. Fait que je suis comme dans le milieu de tout ça, ce qui fait que la lutte a comme pris un peu un second rôle. Fait que je me suis tapé un marathon hier d'écoute de 10 heures dans une journée de lutte. Fait que j'étais comme, je suis prêt pour l'épisode d'aujourd'hui. Fait que ça m'a fait plaisir, mais je te dirais que c'est ça. C'était comme une semaine en deux temps, hein, parce que cette semaine, l'épisode, c'est le retour sur la semaine du 4 au 9 mars. Yes. Puis on dirait les deux compagnies se sont dit, d'un côté, moi je vais me concentrer sur de la lutte, puis de l'autre côté, je vais me concentrer sur les histoires. Je vous laisse deviner qui a fait quoi, mais d'un côté, la lutte était moins bonne, puis de l'autre, les histoires étaient moins bonnes. Mais au moins, c'est ça. Il faudrait leur faire justement une petite fusion. Une espèce de fusion là, bon, ça. à Dragon Ball. Oui, c'est ça. Hein, parce que malheureusement, je sais pas si y en a qui est fan de Dragon Ball, mais l'auteur, le dessinateur en fait, Akira Toriyama, est décédé. En fait, l'annonce a été faite cette semaine. Il est décédé le 1er mars, mais c'est fait il y a quelques jours l'annonce. T'étais-tu fan, toi, de Dragon Ball? Gros fan, je le suis encore même. J'ai écouté la dernière série Dragon Ball Super. Ouais, moi j'ai tous les le dernier film là, qui est sorti, je l'ai pas encore écouté, j'attends qu'il sorte soit disponible sans avoir à craquer quelque chose quelque part dans mon ordinateur pour avoir des virus. Mais oui, j'ai. Je te le conseille, celui avec qu'on met de l'avant un peu plus Gohan. Oui, et puis Piccolo. Qui devient jaune. Exact. Fait que non, moi aussi, je suis à jour dans mes épisodes de Dragon Ball. J'ai même, je pense que c'est techniquement c'est l'auteur que j'ai le plus acheté de livres. Je pense que oui. De lui, parce que j'ai comme, il me manque genre, je pense qu'il me manque 4 ou 5 du premier 42. Okay. Puis je les ai tous des nouveaux Super. Fait que j'étais un gros fan de manga et de Toriyama. Fait que, bon, évidemment, la dernière batch, il était plus en conseiller. Là. C'était un nouveau dessinateur qui a très bien son style d'ailleurs. Là, absolument. En Super. Mais, il y a eu beaucoup de critiques, par exemple, Super, là, la façon qui était dessiné à la télé, mais en même temps, la technologie avance, ça peut pas non plus rester dans ce que c'était pour tout ce qui était là, la saga de Cell et de la saga de tout Z, là, finalement, là, tout ça là, qui avait sa couleur, qui avait sa signature qui était très, très particulière. Puis là, ben, avec Super, qui est quand même 20 ans plus tard, faut s'attendre que ce soit pas exactement la même chose. Il y a eu des critiques, mais non, j'ai trouvé ça très beau, quand même. Mais l'animé, un petit peu différent, effectivement. Mais au niveau le livre, là. Des livres, là, le manga, je trouve qu'il est très près. Toriyama avait plus un style d'écriture, de dessin qui était directement là, sur feuille. Celui qui le remplace, lui, fait plus de nouvelle école. La nouvelle école fait qu'il fait plus tablette puis dessin tablette. Fait que les lignes sont plus droites, sont plus clean, mais on retrouve les mêmes prises de vue que Toriyama faisait. Okay. Donc, je trouve que c'est celui qui l'a mieux émulé. Disons, puis que tu te sens pas trop perdu. Des fois, c'est très clean. Parce que Toriyama, lui, faisait des fois un peu moins clean que ça. Le nouveau, il est très clean dans sa manière. Fait qu'il n'y a rien qui dépasse, puis les lignes sont très droites, tout ça. Toriyama qui se laisse un petit peu plus aller. Mais bref, petit sommelier. Si jamais vous aimez ça, les mangas de ce genre, moi, j'ai grandi avec ça. Et là, moi aussi. Tristesse.
C'est qui ton personnage préféré, toi, de Dragon Ball? C'est Gohan, mon préféré. Ben moi aussi, c'est Gohan. On est deux Gohan. C'est pour ça qu'on s'est trouvés. Ah oui, exactement. On aime le détester, mais on aime l'aimer aussi parce que il y a tellement un gros potentiel qu'il n'est pas capable de développer. Puis ça a l'air que là, ça va se développer dans le dernier film. Pas qu'il y ait 40 ans plus tard, c'est imbécile. Ouais. Et moi, j'aimais tout le personnage qui était très... qui voulait pas se battre, justement. Je trouvais ça intéressant d'avoir un personnage qui était plus pacifiste à l'intérieur de Dragon Ball. Fait que c'est tout le temps ça que j'ai aimé. Puis on le rencontre très jeune aussi. Fait que on voit vraiment son développement. Exact, tout son arc au complet. Fait que, moi aussi, c'était Gohan. Puis sinon, ça serait quoi, toi, ton arc préféré? Ben, c'est tout ce qu'il a l'histoire avec les androïdes et tout ce qu'il apporte jusqu'à la bataille contre Cell. Parce que mon personnage préféré, c'est Gohan. Fait que de voir le Super Saiyan 2 qui se développe et qui réussit à aller chercher. Puis quand il sort de la chambre, puis ils ont les cheveux golden, puis comme de faire comme oh shit, ils ont atteint ce niveau-là sans avoir à se forcer comme c'est dans tout cet arc-là. J'adore ça. Vraiment. Puis tous les androïdes. Avec le professeur, que je me souviens plus son nom. Là, avec Dr. Giro. Dr. Giro, exactement. Super bon. Même si tout ce qui est la saga après qui est toute boue, j'aime beaucoup. Avec Babidi, tout ça, j'aime beaucoup. Mais non, Cell, pour moi, prend la gagne le top 1 pour moi. Ouais. Toi? Ouais. Ben, loin des premiers 42, je dirais moi aussi, c'est le Boussel. Avec justement Gohan qui est plus à l'avant-plan de ce côté-là. Des nouveaux de Super, j'ai bien aimé le début. Parce que j'ai trouvé ça très clever de la manière qu'ils ont... parce que le manga fini, tout le monde est super fort. Fait comment tu fais pour créer une nouvelle distance de force? Et l'arrivée de Beerus, je trouve que c'est un personnage qui a amené cet effet-là. Il est tellement fort que même vous, qu'on vous suit depuis le début, que vous êtes super fort, vous êtes des miettes là, comparé à lui. Puis ça a, comme on dirait, remis une grosse échelle, une nouvelle échelle. Ben moi, c'est ça. Puis en plus, on se garde même une distance avec Wiz qui est comme... Exactement, c'est ça. C'est que j'ai aimé ce... Puis t'as encore même une coche de plus. Comme, on se garde vraiment encore une distance à pouvoir monter, pouvoir grimper dans les forces. Là. J'adore ça. Le tournoi des univers aussi. J'ai quand même bien aimé cet effet-là. C'est comme une manière de ramener un peu les tournois qu'on avait lorsqu'il était plus jeune. On est beaucoup dans le monde des metaverses, puis des mondes qui s'entrechoquent, qui s'entrecroisent. Fait que c'est un peu la mode présentement. Fait que je trouve que ça fit bien dans l'univers populaire, collectif qui se passe présentement avec tout ce qui est Marvel, qui existait déjà dans les années 90, là, avec Marvel et avec les BD. Là. Mais gros fan. Fait que vous, si jamais vous êtes fan de Dragon Ball, c'était qui votre personnage préféré, votre arc préféré? Dites-nous ça dans les commentaires. Un peu différent de la lutte, mais bon. Lutte, c'est genre la lutte aussi. Non, mais en même temps, c'est ça. Je te pose des questions, puis t'as les mêmes intérêts, puis les mêmes choix que moi. Fait qu'on doit être quelques-uns qui aiment ça aussi quand on aime la lutte. Et justement, on a quelques commentaires du public. D'abord, en fait, Pierre-Paul, qui, suite à la semaine, si on veut, là, qui nous a dit Bryan Danielson versus Will Ospreay, un dream match, take my money, Tony Khan. J'ai hâte de voir ce match-là. Et t'es pas le seul, Pierre-Paul, parce que tu te doutes probablement que c'est comme mes deux lutteurs préférés. Puis là, on s'enligne. Ben là, plus qu'on s'enligne, on l'a annoncé, le match à Dynasty qui va avoir lieu entre les deux. Ah ouais. Et là, moi, je suis très excité. Moi, je suis presque autant excité que Michael Cole qui reçoit des cornes de cerf. Presque autant que ça. C'est bon. Non, j'ai hâte à ce match-là. Puis justement, comme t'en as parlé un peu avant, c'est le match que je vais analyser moi cette semaine. Will Ospreay contre Kyle Fletcher, que j'ai bien aimé. Fait qu'on va voir ça un peu plus tard dans l'épisode. Mais tout d'abord... puis d'ailleurs, Pierre-Paul, petit tease. Le prochain épisode, l'épisode 30, on va recevoir une invitée. Fait que là, on ne dit pas qui c'est. Mais surtout, il va y avoir une chronique qui va comme être dédiée. Fait que tu regarderas ça. C'est en lien avec ce que tu vas faire dans les prochaines semaines. Donc, j'ai décidé de faire une petite chronique vu que t'es bien là, puis que ça peut également servir à d'autres personnes. Mais c'est une chronique qu'il faut écouter avec un papier et un crayon. Là, pour, prendre des petites notes. Là. Ouais. Parce que c'est de donner mon expertise sur quelque chose. Fait que ça va être au prochain épisode, j'en dis pas plus. Et on va commencer tout de suite cet épisode avec la chronique Lexix.
Et cette semaine, Pierre, un mot qu'on utilise ici et là, c'est le mot chant. Oh yeah! Donc, olé, olé, olé. exactement. Oh, exact. Osprey, peut-être aussi. Osprey. Fait que j'ai traduit ça quand même assez facilement en chant de foule. Oh. Fait que quand on dit le mot chant, le mot chant de foule. Chant de foule, ça sonne un peu église, là. Exact. Ouais, c'était les premiers chants. C'est vrai. Le premier. Le Amen, là, c'est le Amen, c'est genre l'ancien Acknowledge Me, là. Oui, c'est vrai. Puis le premier à avoir un kayfabe autour de lui, c'est Jésus, je veux dire. Oui, vraiment. Il faisait des choses qui étaient pas vraiment. Oui, il a même switché de gimmick à sa mort. Oui, écoute, probablement le premier lutteur. Ça feud avec Judas, c'était pas pire, là. Ben oui. En tout cas, ça va dire qu'un chant, c'est juste quand la foule décide qu'elle communique aux lutteurs, aux produits dans le ring. Puis ça, on l'entend dans le sport là, beaucoup, là, les chants comme le Go Abs Go, ces choses comme ça. Mais je trouve que la particularité de la lutte qu'il n'y a pas dans les autres, c'est que souvent, les chants sont là pour communiquer plus que juste on est content, on est fâché, on aime lui, on n'aime pas lui. Il y a comme un rendu quand même un large vocabulaire de chant qui fait qu'en tant que groupe, t'es capable de dire ce qu'on veut. Puis j'ai l'impression que ça a commencé à la fin des années 90, cette espèce de chansons, les watts, les trucs, des manières de comme poser notre on n'aime pas ça on aime ça on veut ça, le yes. Capable d'avoir un apport réel dans quelque chose qui se passe live en avant de nous. Là. Exact, mais aussi avoir une précision dans ce qu'on veut, tu sais, oui, absolument. comme cette personne-là ou cette chose-là, on n'aime vraiment pas ça, on veut ça. Et, tu sais, c'est pas quelque chose, tu sais, j'ai jamais entendu au Centre Bell, je sais pas, We Want Joshua Roy, là, tu sais, qui est chanté par tout le monde parce qu'on trouve qu'il joue pas assez, ou il devrait être sur le premier trio, mais tu sais, peut-être qu'un jour, il y aura ça, mais assurément, la lutte est déjà en avance sur ça, parce que je trouve que c'est comme la manière la plus organique que j'ai d'avoir des foules de milliers de personnes, être capable de s'entendre et de communiquer face à un produit. Fait que moi, c'est toujours un des côtés qui m'a le plus fasciné. Puis qui m'a même accroché au départ à la lutte. Au-delà du spectacle, de ce que je voyais, j'étais comme, hey, la foule, c'est fou à quel point c'est un vrai personnage qui a ses émotions lui-même, qui s'il décide qu'il est gentil, il est gentil, s'il décide qu'il est méchant, il est méchant. Puis le chant est un des outils que la foule utilise abondamment, puis que j'adore faire aussi. Là, tu penses oui, qui fait partie intégrante, puis qu'on gêne pas de le faire. Puis, t'as-tu un chant préféré, toi? Écoute, moi, j'ai t'avoué, je vais faire un petit, être un peu chauvin, mais j'aime bien crier tabarnak quand la tabarnak de team est là. Juste ça, le fait que en tant que société, on décide que c'est accepté qu'on crie tous tabarnak en même temps, qu'on est tous contents de le crier. Il y a de quoi d'exutoire, il y a de quoi... Tu sais, t'avais pas passé une bonne semaine, quelque chose t'a fait chier à la job, tu vas voir de la lutte, puis tu le cries, tu l'expulses. Ah ouais. Fait que, non, moi, je pense que ça, c'est mon chant un peu local préféré. Oui, j'aime beaucoup aussi. Ben, dans le local aussi, j'aime bien pas content. Oui. Ou pas gentil. Pas gentil, qui est devenu, je pense qu'il a pris une coche de popularité cette année avec All Elite qui est venu au Centre Bell. Il me semble qu'on l'a entendu beaucoup, puis c'est le fun parce que les lutteurs ont un peu aucune calice de ce qui se passe, mais ils comprennent un peu aussi, j'imagine, là, avec l'intention qui est donnée derrière. Ouais. Puis je pense sinon à l'international, le Yes Chant, qu'on commence à voir là, à All Elite, le nouveau Watt un peu. Il y a eu des droits qui ont été libérés parce que Danielson commence à le faire. Je sais pas. Moi, en fait, un chant pour moi, c'est libre de droit. Là. C'est la foule de ça qu'elle fait, elle le fait. Là. Lui-même, il... Ouais. Puis je pense que c'est ça. Je pense que le fait que le yes aussi, c'est que yes et no, c'est très de base aussi, mais c'est une manière de faire ça, on aime ça, ça, on n'aime pas ça, très clairement. Puis bon, c'est associé à mon lutteur préféré de toujours. Donc, ouais, j'aime bien ce chant-là. La manière qui a aussi été amenée, l'histoire de ce chant-là aussi, est quand même... le chant a percé le mainstream avec Brian Mm-hmm. Danielson, perce le mainstream. Puis ça, c'est quand même
un tour de force. Là. Fait que je dirais ça, toi, ça serait quoi ton chant préféré? Moi, c'est très précis, là, mon chant préféré. Props aux Anglais, à l'Angleterre, la foule anglaise est complètement une rythmique, déchaînée. une musicalité le fun. C'est incroyable, les chants qu'ils vont aller chercher. Puis c'est très précis, c'est Mike Chioda. Ça me fait rire à chaque fois. C'est très très précis comme chant. Il faut que l'arbitre Mike Chioda soit là, parce que sinon c'est un peu weird. Mais quand NXT UK existait, j'aimais écouter NXT UK juste pour avoir des nouveaux chants, pour avoir de nouvelles idées de chants parce que c'était complètement déchaîné. Et ce chant-là de Mike Chioda me fait beaucoup, beaucoup rire. On l'entend plus, malheureusement. Mike Chioda, je pense qu'il est à la retraite. En tout cas, il est plus très. Je pense qu'il a été renvoyé. Bref, mon chant préféré, ça ressemble à ça. Sinon, des classiques Olé, 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 qui est très québécois, qui est très canadien francophone, qu'on commence à entendre un peu partout, là, surtout dans l'Est, tout ce qui est New York, tout ce qui est à Chicago, on l'entend, à Détroit, on va l'entendre, tout ce qui est proche de nord-est des États-Unis, on va entendre le olé olé un peu plus naturel, disons, même quand Sammy est pas là. Et le nanana goodbye, on l'entend de temps en temps, des fois. Mais ça aussi, c'est très québécois, très franco-canadien. Un chant qui vient du hockey aussi. Exactement, oui, exactement. C'est... On l'a entendu une couple de fois aussi, la lutte, puis que ça me fait beaucoup rire quand on l'entend. On l'a entendu il n'y a pas longtemps, me semble. Je sais pas exactement où et dans quelles circonstances, mais on a entendu un nanana goodbye, puis j'ai bien aimé ça. Ouais. Ah, très bon. Ben, good. Fait qu'on va. Fait que c'était ça, le lexique de cette semaine, le mot Chen. Ensuite, on enchaîne avec ta chronique. Qui le fait mieux? Et c'est quoi cette semaine, Pierre? Qui le fait mieux cette semaine? Le Powerbomb. J'ai 2 catégories pour toi avec 3 lutteurs chaque, donc 6 lutteurs au total. Qui le fait mieux? Le Powerbomb dans les lutteurs présents entre Kevin Owens, Gunther et Bianca Belair. Qui le fait mieux? Il est pas évident, je vais y aller avec Kevin Owens. J'aime bien le pop-up. Le pop-up, ouais. J'aime bien ça. C'est un move qui était utilisé avant. Mais j'ai bien aimé la protection qu'on a fait autour de Kevin Owens. Puis je trouve aussi que ça fit bien avec son personnage d'un peu brutal, fight Owens fight. Être capable de sortir un move qui est capable de faire à tout le monde. Qui a l'air d'avoir beaucoup d'impact aussi. Puis aussi, tu sais, je pense pas que c'est le move qui est le plus plaisant à recevoir parce que c'est quand même un gros bump à faire sur le dos. Là. Fait que, non, peut-être Kevin Owens. Mais Gunther, j'aime ça aussi, là, qu'il le fait. Puis... Gunther, Wardlow, j'ai mis, c'était un ou l'autre, ils font à peu près de la même façon. Wardlow met la tête de la personne entre les jambes, va le swinguer, mais comme pour le côté. Mais le pin de Gunther qui suit le powerbomb est beau. C'est quand même beau, exactement. C'est comme un pin technique. Ouais. Puis moi, c'est Bianca Belair que je trouve qu'il fait mieux. Elle met la personne sur ses épaules, être debout, tient la personne sur ses épaules et va juste s'asseoir en powerbomb avec la personne. Je trouve que c'est très très bien fait, puis il le réussit bien à chaque fois. Fait que pour moi, c'est dans ces 3-là, pour moi, c'est Bianca Belair. Mais oui, Kevin Owens, son pop-up powerbomb, j'adore. Sinon, des gens du passé, qui le fait mieux, le powerbomb, entre Undertaker, Batista ou Kevin Nash? Qui le fait mieux? Taker, c'est entre Taker et Batista pour moi. Taker, le Last Ride, il était vraiment impressionnant dans ces belles années. C'était très haut, au bout des bras. Batista, j'aimais aussi. Il mettait du pouvoir. C'est comme si. Mais Batista, c'est le pouvoir. Ouais, c'est ça. C'était très explosif. Là. C'est ça. Puis même le avant, là. C'est ça. Puis en tout cas, je pense que je vais dire Batista. Batista. Okay. Parce que c'est. Ouais, j'aimais comment il le vendait puis comment il le scellait avant. Un peu comme le RKO, là, il y avait comme une préparation avant de faire le mouvement, puis après le sit-down était très beau. C'est ça, Kevin Nash était très classique, il était très grand, fait que il avait beaucoup d'impact. Mais Taker, moi ça va être le Last Ride, ça va être Undertaker pour moi dans ces 3-là. Justement, je voudrais tout le temps le prendre par les trunks, puis je l'ai déjà dit ici, mais je trouvais ça toujours impressionnant comment il donnait pas de wedgie à ses adversaires en faisant le Last Ride. Fait que Undertaker pour moi. Fait que, qui le fait mieux? C'était le Powerbomb. Qui pour vous le fait mieux, le Powerbomb? Autant des gens qui le font présentement, autant que des gens du passé. On a peut-être oublié des noms des gens qui font un excellent Powerbomb. Dites-nous-le dans les commentaires en bas. Si vous nous écoutez à l'audio, venez nous voir sur Facebook pour nous dire qui, d'après vous, fait le meilleur Powerbomb.
Et ce powerbomb-là, moi, j'ai eu l'idée en écrivant ma chronique de match de la semaine. Parce que mon match de la semaine, c'est Gunther contre Dirty Dom qui s'est passé à Raw du 4 mars 2024. Et pas Mais, trop, je vais le spoiler un peu, il y a eu un powerbomb. ben oui, ben ça tombe bien parce que moi aussi, il y a eu des petits clins d'œil à des gens que t'as nommés. Fait que, ouais, non, tout est dans tout. On réfléchit On n'est quand pas on fou. monte ça. On n'est pas fou. Fait que, ouais, ben, je vais y aller. On va y aller un petit peu différemment que les autres fois, dans le sens où on va commencer avec ta chronique, mais on va faire le Raw après, tout au complet. Puis on va enchaîner. Fait que quand viendra le temps de mon match sur la carte, on passera à ma chronique, puis on poursuivra le reste de la semaine. Fait que Raw du 4 mars, on a aimé plein de choses, mais entre autres, on va faire le reste, puis ça, on va tomber à ton match. Fait que tout ce qu'on a aimé dans Raw pour commencer la semaine. Tout d'abord, ça a été mentionné la mort de, peut-être à nos condoléances, si jamais des gens de la famille qui nous écoutent, à Paul Butcher Vachon. Moi, j'avais bien apprécié ben, je l'ai pas connu évidemment à l'époque où il luttait, mais j'avais écouté des documentaires sur la famille Vachon, tout ça, puis Paul était la personne qui était encore vivante, puis qui était très ouverte et à expliquer un peu toute l'histoire de la famille, comment tout le monde était rentré dans la lutte, tout ça. Puis c'est un peu... Quand j'avais écouté ce documentaire-là, je voyais vraiment un peu les parallèles avec si on veut, les vieux joueurs du Canadien, Maurice Richard, qui jouait au hockey, mais qui gagnait pas tant cher que ça, qui était comme un peu magané, les moins bons avaient une autre job. Puis on dirait que c'était comme un peu ça au niveau de la famille Vachon. Tout le monde était lutteur, mais c'était comme plus un truc familial. Puis j'ai l'impression que c'est ce qui était présent avant les années 70, avant que la WWE vienne ce qu'elle est. Fait que c'était... Je trouvais qu'il y avait une bonne manière de raconter cette histoire-là. Puis un monsieur que moi je trouvais dans le documentaire qui ne l'avait pas eu facile, qui avait quand même une petite tristesse autour de lui. Maintenant, habité aux États-Unis. Puis aux États-Unis. Mais dans tous les cas, condoléances à la famille. Puis merci Paul Butcher Vachon pour l'apport. Mais surtout l'apport de... une des plus grandes familles de lutte québécoise. Là. Absolument. Et était un des derniers qui était un des personnages importants de tout ça. Fait que j'ai bien aimé que ça soit tout de même mentionné à l'intérieur de Raw du 4 mars. Toi, t'avais-tu des souvenirs de Paul Butcher? T'as pas vu le documentaire, non? Pas tant que ça. J'ai pas écouté. Je connais les noms, je connais tout le background un peu, mais j'ai pas poussé nécessairement plus que ça. Mais je reconnais l'apport qu'ils ont eu dans tout le monde de la lutte. Là. Fait que, fait que oui, nos condoléances à la famille, s'il y en a qui nous écoutent, que ce soit de loin ou de proche. Grosse perte pour le monde de la lutte, c'est certain. Ouais, sinon, à l'intérieur du Raw, du 4 mars, je le mentionne, ça fait quelques semaines qu'on le fait, mais je trouvais que les analyses avec des dessins de Pat McAfee dans les reprises sont de plus en plus bonnes, sont de plus en plus rapides, puis sont drôles. Fait que moi, ça me fait rire quand il compte le nombre de pieds en faisant tac, 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 puis comme un niaiseux, comme 13 pieds dans les airs, parce qu'il a fait 13 fois un petit coup. Des trucs comme ça qui me font rire. L'analyse des cornes ah ouais, exact. C'est tout sur la tête. Là, comme... Ça, c'était 13 points, cette boc-là. Ah non, mais on va venir parce que Sami Zayn contre Ivar. De un, le match, j'ai quand même trouvé bon, mais le début de match avec Michael Cole puis les Antlers, puis qui s'ensuit un chant Michael Cole de la part de la foule. Tout de suite, t'as senti Michael Cole qui aime pas tant ça, lui, recevoir un chant quand c'est... parce qu'il est commentateur, fait qu'il faut pas que l'action lui. Il était tout le temps essaie de ramener l'action dans le ring, puis c'était un excellent match. Mais tu sais, faut avouer, c'était super drôle. Puis McAfee qui dit que Cole a explosé de joie, comme si il avait eu beaucoup de plaisir. Il avait explosé dans ses pantalons de joie. Puis le fait qu'il commente avec les Antlers, puis qu'il vend ça, puis qu'il vendait tellement bien le fait qu'il était heureux comme un enfant d'avoir ça. Ça m'a quand même fait beaucoup rire. Je pense que c'était un moment très comédie, mais très bon. Oui, ça va l'appeler Cole qui est comme I know what JR felt with that cowboy hat. Comme, il fait la parallèle entre avoir de quoi sur la tête avec JR. J'ai vraiment... C'est du gros niaiseux, puis j'adore ça. Oui. C'est très niaiseux. Puis le match entre Ivar et Sami était bon aussi. Fait que si vous voulez l'écouter, on vous le conseille. C'est très solide. Puis on avait un Sami qui vend bien, comme toujours. Puis pour vrai, Ivar, qui est très... ça serait un des plus sous-estimés, selon moi, en ce moment, parce que
j'aime bien ce qu'il fait tout le temps. Il vend Oui. bien. Il y a comme une, tu sais, il y a une gimmick très surlignée, là, à Oui, gros oui. traits avec vers là. Je pense qu'il veut aussi ce type de gimmick-là, mais ce qu'il est capable de faire avec ça, de quand même être légitime, je trouve que félicitations à Ivar parce que on pourrait facilement tomber dans du comédie, pas. Tu sais, en tout cas, pas nécessairement que c'est très bon dans le ring, mais Ivar, non, il sort tout le temps des bons matchs avec un peu tout le monde. Fait que on vous le conseille. Ensuite, on a eu un petit showcase un peu Andrade contre Apollo Crews qui revient. Qui revient, Il oui. était où? Il était à NXT pendant un petit bout, me semble. Ouais. Mais même, Et- on le voyait plus à NXT depuis un petit moment. Là, donc, En tout cas. peut-être une blessure, on sait pas. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, clairement, c'était pour mettre de l'avant Andrade. Apollo, que, ça n'a jamais vraiment fonctionné à la télé, malheureusement. Mais t'es quand même content, toi, de le revoir? Moi, j'ai toujours aimé Apollo Crews, toujours aimé son explosion. Il monte tout le temps. C'est rare qu'il se trompe. C'est rare qu'il fait une erreur dans le ring côté Dans le lutte. ring, assurément. Fait que le micro, c'est pas sa force. Vraiment, vraiment pas. Et même le personnage, je trouve. Tu sais, quand on dit quelqu'un qui se cherche, là, on dirait Exactement. Apollo, c'est toujours cherché. Ça a toujours Il été s'est ça, jamais mais trouvé. côté lutte, je pense que c'est le match parfait pour mettre avec Andrade pour le retour officiel dans le ring d'Andrade dans la WWE. Fait que, donc, j'ai vraiment aimé. Ça a été un petit 4 minutes, un beau petit showcase. Andrade paraît bien. Son coup de pied back, coup d'épaule par en arrière, là, que tu fais comme il a manqué. Ah non, c'est vrai, il fait ça. On en a parlé 3-4 fois déjà sur le podcast. C'est bien fait, c'est tout le temps très bon. Fait que, non, j'ai bien aimé ce petit showcase-là sur Raw. Je conseille, ça vaut la peine d'aller voir ça. Absolument. Et finalement, là, on a ton match de la semaine. Ah oui! Fait que je te laisse décrire ça. Le premier match de la carte sur Raw du 4 mars, c'est Gunther contre le grand, le magnifique, l'incroyable, le plus que grand que nature, Dominic Mysterio, qui rentre avec confiance, qui est en compagnie de son élève, JD McDonough. Donc, JD est là pour prendre des notes, pour essayer de voir comment le grand homme travaille. Puis ça, toute mon admiration de prendre un jeune JD McDonough sous son épaule. Bref, il s'en occupe. Fait que ça, Dom me rentre avec une belle confiance. Ensuite, c'est le tour du champion intercontinental. Gunther de rentrer. Je m'ennuie de la toune, l'ancienne toune de Gunther, de Walter. Je trouve que ça avait plus. Ça me représentait un peu plus que le personnage. Pas que la toune présentement est mauvaise, mais je m'ennuie vraiment de ce que c'était avant. On pouvait la chanter. Puis je pense que c'est ça que Vince aimait pas. C'est que pour un heel, si on est capable de chanter la chanson pour lui, ça marche pas. Je pense qu'il est trop tard pour revenir en arrière, je crois, mais ce serait le fun de revoir son ancienne tune. Peut-être juste un spécial à WrestleMania. Peut-être qu'on va avoir un one-shot. On va voir son ancienne tune. Peut-être. À noter que Gunther rentre seul. Tout seul, il n'est pas accompagné de ces deux autres parce que. Sûrement parce que les deux autres gars ont un match plus tard sur la carte. Ou c'est parce que Gunther ne croit pas que Dom peut être une menace. Ouais, mais aussi Gunther, c'est pas monsieur. Il aime ça faire ses matchs tout seul. Là, il demande jamais vraiment d'intervention. Ben non, c'est ça. On est loin du bloodline. Là, oui, ben ça c'est sûr. Pour côté intervention, on est loin de là, mais il rentre tout le temps habituellement avec quelqu'un quand même, juste pour dire que son entourage est là. J'aime beaucoup Pat McAfee, mais il va loin. Il va peut-être même un peu trop loin. Il crie des insultes à Dom, le tout-puissant, juste avant que le match commence, puis comme il veut le déconcentrer. J'aime beaucoup Pat McAfee, mais là, il a été trop loin. Juste avant le match. Puis, c'est surtout qu'il est comme. Je sais pas trop, il est comme rendu. Il louange beaucoup le groupe de Gunther. Ouais, il s'est comme fait un peu chicaner une fois par Gunther. Puis là, depuis, il est très lèche-cul un peu. Là, ouais, c'est ce que je trouve aussi, mais c'est au détriment du meilleur lutteur au monde, Dominic Mysterio. Je l'ai de la misère avec ça. Puis Cole a un flash. Il voit Dom, puis il est comme d'une légende à un autre, boum, je vais caler la fin d'une belle épopée. Sting, il souligne la retraite de Sting. Je trouve ça vraiment, vraiment beau, vraiment cher. Ouais, bravo WWE. Ouais, vraiment. Puis Pat McAfee qui rajoute mais quel match c'était. Puis tout de suite Cole qui le coupe, puis qui en ligne, qui fait comme non, ok, c'est assez. On en a assez parlé, on n'ira pas mettre over le produit à côté. On continue. Un bon petit début de match, on sait, tu dis, habituellement, Dom joue son personnage de peureux. Je mets des guillemets ici pour les gens de l'audio parce que c'est un personnage. Dom est pas peureux
dans la Non. vie. C'est vraiment un personnage qui joue. Je vous rappelle, il a fait de la prison. Tu peux Ouais. pas être peureux si tu as fait de la prison. Non. Et il a été là 2 jours, même 2, pas 3 un jour et jours, demi. peut-être. Ouais. C'est ça, puis il a réussi à devenir la tête de la prison. C'est lui qui contrôlait tout. Fait que, il a pas peur, Dom. C'est pas un peureux. Il a l'air confiant. Puis moi, j'aime ça. Gunther, il commence, il tente un genre de ankle lock, mais Dom, toujours alerte de son environnement, il est pas fou. Il voit qu'il est proche des cordes, fait il pogne les cordes. Gunther n'a pas le choix de lâcher. Gunther est reconnu pour quoi? Maxime, je te pose la question. On reconnaît Gunther à sa qualité de Les chops? donner des chops. Ouais. Des chops et ne pas confondre avec Chap, Gunther, qui est pas tant un fan d'équitation ou des Village People. C'est vraiment des chops. Pour pas, même si j'aimerais quand même ça voir Gunther rentrer avec juste des chaps, ça me ferait quand même beaucoup rire. Donc, c'est là que Dom, on le voit dans toute sa splendeur, il réussit à faire des chops au maître lui-même. Puis c'est là que tu te rends compte que Dom est au-dessus de la ligue. Il réussit à élever l'Atemi à un autre niveau, à dépasser le maître des chops lui-même. Selon toi, ça, là. Ben oui. D'après moi, Bon. je pense que Dom Ok. a réussi à surpasser le maître de l'Atemi qui se posait être Gunther. Mais tu vas voir le début de match, il t'en sacre une claque, là, puis je pense que une chop de Dom vaut toutes les chops que Gunther peut faire dans sa vie. Il était en parce que- rattrapage tout le long, là. Tout le long du match, les autres chops que Ouais. Gunther faisait, c'était du rattrapage pour C'est la du rattrapage. première. Il essaye de se Ok. rattraper. Puis il faut juste deux chops, puis il quitte le ring, le beau Dom, parce qu'il fait comme moi, le rattrapage va faire mal tantôt. Il est pas fou, il est quand même. Il roule en dehors du ring, puis Gunther, il le suit. Puis ça, c'était tout planifié dans sa tête. Il savait exactement où il s'en allait parce que Ok. JD C'est un McDonald, piège, c'est un piège c'est un que piège, t'as tendu. exactement. JD McDonald, l'élève de Dom, se place entre les deux. Encore là, c'était voulu. C'était tout voulu, Ok. ça. Puis là, Gunther était comme, hey, pas toi, contre toi, je vais me battre. Fait qu'il le prend, puis il pousse comme dans le coin du ring, comme ce qui est le poteau, tu sais. Puis Gunther est comme, ben toi, une chop, t'es tellement faible, JD, une chop, puis je t'en vois plus de l'année. Fait que il veut le chopper, JD, mais Dom prend son élève, puis il tire, puis Gunther, il va aller chopper le ring. Le ring, no sell. No sell Ring du no ring. sell. Il a pas branché. Mais ça a fait mal à la main fait que ça n'a pas eu une incidence importante pour le reste du match, le fait qu'il chope le ring. Par contre, ça a peut-être enlevé un peu de force pour les prochaines chops. Et c'est un peu ce que Dom voulait, se donner un petit leverage contre le monsieur aux grosses crises de main. Puis, à ce point-là, les deux retournent dans le ring, donc on va aller se battre. Dom, il veut jouer des mind games avec Gunther parce que il essaie de faire une genre de manœuvre dans les cordes qui réussit pas. Il réussit pas, puis je mets des guillemets, à faire cette manœuvre-là pour jouer dans la tête de Gunther, puis essayer de lui faire croire qu'il contrôle pas le match, mais il contrôle le match. Ça, je te dis, il est pas cave, Dom. Et c'est là que Gunther commence à être un peu chien. Il va répliquer avec une chop qui est clairement pas... C'est clairement pas légal. C'est Une chop illégale. illégal, cette chop-là. Beaucoup trop fort, beaucoup trop d'impact. C'est complètement illégal. Même que la production va s'inquiéter de Dom. On va envoyer, je crois en fait qu'on va envoyer des gens d'importance, des médecins peut-être, même des psychologues, des psychothérapeutes pour s'occuper de Dom parce qu'on s'en va à la pause. On ne saura pas exactement qui s'est occupé de lui pendant la pause. On vient de la pause, puis clairement, Imperium a payé un montant aux officiels parce que Gunther continue d'utiliser la chop qui est illégale et de ramasser le DDD, le demi-dieu d'homme, comme j'aime l'appeler. Il y a Triple même D, déchiré peut-être, un jour. Comment? On a eu Triple H, peut-être on va avoir Triple D. Triple D. Peut-être, on sait pas. Demi-dieu d'homme. Ça se peut, là, tu sais. C'est la même, le même niveau, là, côté là, qualité de lutte et charisme et tout ça. Gunther va mettre... il va le mettre dans un Boston Crab. Puis Dom est comme pogné dans un Boston Crab. Puis JD, je pense qu'il aime pas la ville de Boston ou il aime pas les beignes crème Boston. Ou parce qu'il monte sur les abords du ring. Puis il va dire à Gunther, hey,
T'es pas gentil! Fais pas ça à mon maître, le dieu tout-puissant, Dominique Mysterio. Je pense qu'il parle de même, vraiment, J.D. McDonald. Avec sa grosse tête, c'est sûr qu'il parle. C'est ça, avec son accent. Je pense que l'accent, là, il vient d'Irlande. Je pense que l'accent irlandais, c'est ça, là. Hey, t'es pas gentil! Il sonne comme, comme un personnage des Simpsons. Québécois. Mais Gunter est comme, hey! T'es pas gentil ça non plus de me crier des affaires pis de pas aimer la ville de Boston. Fait que le Dom, il lâche, fait que Dom voit l'opportunité. Gros dropkick pour Gunter qui va rouler en dehors du ring. Et Dom fait ce qu'il fait de mieux. Il prend son envol, fait un genre de gros cross-body, le plus beau de la business, je pense, en dehors du ring. Et c'est là qu'on ressent la force mentale de Dom parce qu'il attire... il attire Gunter dans le ring par après. On ressent là, qu'il contrôle vraiment Gunter. Gunter pense que c'est lui qui prend des décisions, mais non, c'est Dom qui a implanté. C'est comme un mentaliste, un peu. Okay. Il lui donne des options de choix et Gunter tombe dans le piège à chaque fois. Puis c'est là qu'il va le pousser. Ils sont revenus dans le ring là, après le Super Bowl Crossbody. Ils reviennent dans le ring et Dom va pousser Gunter pour lui donner un 619. Fait qu'il tombe sur la deuxième corde. Il est en position 619. Puis pour ceux que ça intéresse, je pense que Gunter a les nips sensibles. Il y a les bouts à vif. Il y a les tétines directes sur la cuirette parce qu'il n'est pas capable de rester à côté sur les cordes. Je pense que ça lui fait mal un peu au téton. Fait qu'il se tasse de là avant de manger un 619 d'en face directement. Puis il va aller donner une corde à linge en mouvement au pauvre petit Dom qui lui a rien demandé. Il avait fait son lavage déjà. Pas besoin de faire une corde à linge. Puis Gunter tente le premier tombé. 1, 2. Et Gunter relève lui-même Dom de par terre. Ou c'est ce qu'on pense. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la force des cheveux à Dom est tellement grande que la main de Gunter n'a pas pu s'empêcher, le pouvoir d'attraction, de lui pogner la crinière et de le relever. Dom contrôle tout. Parce que moi, de mon côté, j'avais compris comme si c'était Gunter qui voulait faire plus mal à Dominique qui voulait pas que ça se termine tout de suite. Mais là, tu me confirmes, c'est pas ça. Là. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment le Dom qui contrôle le match puis qui joue avec la tête de Gunter. Depuis le début, c'est ça l'histoire du match. C'est Dom qui contrôle le match, qui est dans la tête de Gunter. S'ensuit un sunset flip. Dom pin Gunter pour le 1, le 2. Et d'après l'arbitre, c'est 2. Moi, j'ai vu 3. Fait que dans ma tête, dans mon cœur, Dom est le nouveau champion intercontinental de WWE. Puis là, ça va être ça. Parce que là, vraiment, tout ce qui suit après, là, les officiels, c'est pas de job. Ils sont pas super bons. Dom réussit à connecter un 619 malgré les bouts à vif du pauvre Gunter. Ouais. Il tente un frog splash. Il se tasse, Gunter. Et c'est là qu'il réussit un beau dropkick, un powerbomb illégal. Pour le 1, 2, 3, Gunter a gagné, je mets encore des guillemets, mais je sais, je l'ai vu, j'ai regardé les reprises, puis dans mon cœur, Dom est le nouveau champion intercontinental. C'est lui qui a brisé la streak, qui a brisé le record de Gunter. Je vous conseille d'aller voir le match parce que voir Dom, c'est du génie. C'est complètement incroyable. Puis l'incompétence des officiels de la WWE, moi j'en reviendrai jamais. En tout cas, si vous voulez, je vous invite à aller voir le match, ça vaut la peine. C'est un beau petit match où on voit toute la beauté et le talent de Dom se déployer. Et on voit aussi le nouveau champion intercontinental. Voilà. Fait que, merci. Bon, Pierre. Et on enchaîne avec le prochain. On a terminé Raw du 4 mars. Et on enchaîne avec le Dynamite du 6 mars. Donc, d'abord, au niveau des promos, si on veut. C'est pas une promo, mais on a comme ramené un nouveau set pour la All Elite Wrestling, mais c'est l'ancien. Fait que c'est comme. On revient un peu à l'époque il y a quelques années. Là. Ouais. Avec les deux tunnels ronds. Les deux tunnels, les le nouveau logo aussi. Il y a un nouveau logo. C'est plus clean, plus neat. Là. J'aime bien. J'aime beaucoup ça, moi. J'aime ça. J'aimais les deux tunnels. Fait un peu nostalgique de ça. J'aime beaucoup. On les a. Un spoiler. On les a aussi rapportés à Collision. Je pensais que Collision allait être complètement différent. Mais c'est le même set pour les deux shows. Pour le moment. À moins qu'il y ait un changement plus tard. Oui, j'aime ça, moi. Le prochain Collision est à Ottawa. On va voir si ça va avoir été affecté.
Fait que c'est ça, un petit... Moi, je l'aime bien. J'aime mieux les couleurs, j'aime mieux ce Ouais. set-là. Ça se démarque mieux. Ouais. Ensuite, en termes de promo, on avait les Young Bucks qui, en backstage, ils ont fait genre d'imitation de vice-président exécutif. Ouais, comme ils ont imité Tony Khan avec les gros sourires, un peu mal joué, où il fait qu'ils ont un huge announcement. Ça me fait bien rire. Là. Ils rentrent vraiment dans le bit, là, ils se donnent. Là, je trouve ça parfait. Là, c'est vraiment bon. Ouais, puis on poursuit vers un peu plus tard la fin, ou un peu. La fin avant le main event, le segment des Young Bucks, justement, un peu plus tard dans l'émission, qui annonce le fameux. Ouais. C'est quoi ce fameux announcement? Fait que là, ils disent pas, il y en a pas juste un, il y en a deux, il y en a peut-être trois, il y en a peut-être quatre. Fait que là, tu vas prendre la parole et annonce que Hangman Adam Page a été The Wall. Il est fired de The Elite. Fait plus parti The Elite. Ouais. Puis Kenny Omega, même affaire. The Wall, c'est pas t'es où, c'est pas pourquoi t'es jamais là. Mais il est parti pour aucune bonne raison. Aucune bonne raison. Fait qu'il est plus dans l'Elite, lui tout. Et là, avant qu'il puisse annoncer la troisième grande nouvelle, il se fait interrompre par plein de gens, entre autres Eddie Kingston qui arrive. Pas content, comme d'habitude. Je suis comme, ok, parfait. Moi, j'ai vu ça comme un peu... ils vont continuer une feud, genre un peu les autorités contre Kingston. Ça fait bien avec le personnage aussi, qui est un peu anti-statu quo, le rebelle Eddie Kingston. Fait que j'aimais ça. Il arrive avec plein d'amis. Fait que on s'attend à une feud comme ça. Mais là, qui arrive pas pour venir un peu sauver la mise? Grosse signature. Okada. Ah ouais. Arrive à la All Elite Wrestling et il arrive sur le ring. On pense qu'il s'en va aider Eddie Kingston pour battre les Young Bucks. Mais non! Attaque Eddie Kingston. Tout de suite un heel. Incroyable. Et là, je mets ça avec un très rapide heel turn. Oui, et il annonce que c'est lui qui est le nouveau membre de The Elite. Alors, on n'a jamais aimé la petite poignée de main qu'on fait maintenant, là, avec les deux Young Bucks des deux côtés et le sourire en avant. J'ai aimé ça. Une petite pointe à celle de Triple H qui fait souvent ça, aussi, quand il fait des signatures. Kingston, tu sais, qui arrive avec de l'argent pour dire c'est ça, vous me ferez une amende parce que j'attaque des officiels, puis ils les attaquent tout de suite en pitchant l'argent. Mais qu'on réutilise cet argent-là pour évidemment faire le Rainmaker. On lance ça dans les airs pour que Okada, ça soit beau. Fait que, puis on a des Kingston. J'ai hâte, moi. Je trouve que ça fit aussi avec le côté japonais, là, tu sais. Ouais. Fait que Kingston connaît bien de ce style. Fait que je pense que ça va être une bonne manière pour Okada de commencer ça. Je pense que oui. Fait que bien excité de tout ça. Et sinon, dans les matchs qu'on a appréciés, on a tout d'abord... moi, j'ai bien aimé le seul match de Demoiselle de la carte, Statlander contre Rio. Oui. C'était un bon petit match de semaine. Bon, évidemment, il y a une pub en plein milieu, puis il n'y a pas beaucoup de temps, mais un bon match. Il y a eu beaucoup de near fall. Il y avait une belle chimie entre les deux, puis je pense pour vrai que Statlander est bonne quand elle est avec des plus petites lutteuses. Je pense que oui. On peut la mettre... on peut se servir de sa force, si on veut, là, tout ça. Il y avait vraiment une bonne chimie entre les deux. Puis malheureusement, ça lui coûte le match parce qu'elle se fait aider par Hathaway. Il dit il pogne une chaîne, puis il frappe là. Mais elle refuse. Et qu'est-ce qui arrive pas? Ben, Rio l'emporte avec un petit paquet. Le finisher. Moi qui pensais que Stokely Hathaway était rendu un manager face qui était face, moi aussi. Mais non, il a toujours été un petit peu sneaky fuck, un petit peu par en dessous, puis il a gardé ça, ses mauvaises habitudes. Est-ce qu'il va se reprendre? Est-ce qu'il va essayer de se racheter? Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? J'aime quand même cette histoire-là, une petite histoire de semaine de télé. Je sais pas à quel point ça va se rendre dans un pay-per-view, mais j'aime beaucoup ce qu'on fait avec Stokely, avec les deux filles, avec Statlander, puis même avec Willow Nightingale. Fait que non, j'aime vraiment ça. C'est le fun. Il y a un petit segment aussi en coulisses là, où justement que Willow lui disait hey, moi non plus, là, je veux pas que tu triches, puis c'est pas dans. Fait que c'est comme. En tout cas, je pense que c'est ça qu'on essaie de raconter, c'est comment Hathaway est capable de tirer ces deux filles-là vers le dark side. Ouais.
Et on va voir si ça va réussir éventuellement ou si la lumière persistera. Mais est-ce que c'est c'est Halloween qui se fera tirer dans la lumière, peut-être. On sait pas. J'ai l'impression que ça a l'air qu'il y a peut-être une Mercedes Moné qui va être là la semaine prochaine. Bon, je sais pas. Peut-être. Je sais pas, on sait pas. Il n'y a aucun indice qui nous dit qu'elle va être là. J'ai l'impression qu'on va peut-être s'en aller vers un petit table avec ces filles-là, puis avec Stokely, avec Mercedes Moné, un petit entourage. J'irais pas ça. Fait que, tu sais, on laisse. Est-ce que ça va être plus heel? Est-ce que ça va être plus face? On comme laisse la porte ouverte pour les deux. Fait que. À voir. Peut-être que je me trompe complètement aussi. Mais qui sait? Je sais pas. Sinon, on a également match, ouais. Ben, enfin, avant l'autre match, on a également une belle promo de Darby et de Darby Allin et Jay White. Un bon, peu dans le. Encore une fois, là, Darby qui est assez authentique, ce qu'il fait. Je trouve qu'il est très bon dans ses promos. Il y a des tuos qu'on pense un peu tout bas de Jay White. Exact. Le hype. Exact. Ben, il dit pas mal ça. Puis avant, tu sais, c'était le spectacle après la retraite de Sting. Fait que j'ai bien aimé aussi le petit. L'arrivée avec le bat de baseball, comme s'il avait eu ça comme en héritage de Sting. Ouais. Est-ce qu'il va garder ça dans sa gimmick? J'espère bien. Je trouve que ça y va bien aussi. Il annonce qu'il va monter le mont Everest. Ouais. Il annonce même que qu'est-ce qui va peut-être arriver. Ben, il va peut-être mourir. Il va peut-être mourir sur le mont Everest. Puis pour vrai, je sentais un peu de l'émotion dans sa voix parce que j'avais l'impression qu'il y avait comme un peu peur pour vrai parce qu'il y a des gens il y a beaucoup de gens qui sont morts en montant le mont Everest. Et comme ça va peut-être être ça. Fait que peut-être la semaine prochaine, c'est mon dernier match contre Jay White. C'est peut-être ça. Il laisse également. On savait déjà qu'il y avait un tournoi, ça avait été annoncé en conférence de presse après, mais on essaie de le mettre un peu dans le storyline. Et comme non, moi je veux pas la ceinture, il y a personne qui peut remplacer Sting. Il y aura. Je trouve ça legit quand même comme façon d'abandonner la ceinture. Là. J'ai jamais aimé les relinquish, mais je trouve que c'est une belle façon de faire comme si c'est pas avec Sting, c'est avec personne parce que ça a le meaning que ça a. Fait, moi je trouve ça très legit quand même de le laisser aller de cette façon-là, la ceinture. Puis ça va faire un tournoi et tout, c'est tout le temps bon. Avec exact. Fait que, et là, Jay White qui arrive. Parce que c'est son match la semaine prochaine à Big Business Boston. Et là, Jay White, depuis quelques semaines, il est comme un peu comédie face avec The Acclaim. Mais là, clairement, on le positionne en heel. Fait qu'il revient en heel, une belle promo de heel. Ouais, mais qui est pas avec lui? Les gars de The Acclaim sont pas avec lui. Exact, c'était seulement le Bang Bang qui était avec lui. Fait que... En tout cas, on va voir, il traite Darby de stupide. Il est stupide. Il est pas fin. Mais Darby est dans mon équipe. Autant que toi, t'as beaucoup de. Illy qui est dans ton équipe de Team Kingston. Moi, Darby est dans mon équipe de. On a eu le hype autour de Jay White, puis on trouve qu'il n'a rien fait. Parce qu'il le nomme. Il n'a rien fait. Il croit pas ça, lui, le hype autour de Jay White, même si tu as mis. Il a fait le Tokyo Dome 2 fois en main event. Non. T'as bien fait. Qui est dans mon team. Officiellement, Darby dans mon équipe. J'ai bien aimé qu'il fasse cette petite clin d'œil à moi dans sa promo. Ça a été subtil, mais on l'a remarqué. On l'a remarqué, oui, on l'a tout remarqué. Et fait que une belle petite promo, puis j'ai hâte de voir le match, qui sera peut-être le dernier de Darby Allin à voir. Peut-être, Colin. Il nous quitte sur le mont Everest. Et ensuite, la dernière promo, dans le fond, le Tony Award, on peut dire, de Tony Storm. Ça m'a fait beaucoup rire. Elle avait annoncé la semaine passée qu'elle allait avoir un Tony Award, mais un Tony avec un I, pour pas être apporté en justice, quand même. C'est ça, elle annonce qu'elle va le faire à Collision, c'est ça? Ah oui, c'est à Collision. Elle annonce là qu'elle va le faire. On va y revenir à l'annonce là qu'elle va avoir les Tony Awards. Fait que je trouve ça très niaiseux de faire comme... Ben oui, je veux dire, pourquoi... l'actrice, le rôle qu'elle fait, fait que elle va annoncer les Tony qui est quand même niaiseux parce que c'est pour les comédies musicales. Les comédies musicales, ouais. Ouais, le vrai titre. Fait que on va y revenir pour que revenir à Collision parce que il reste un excellent match qui est mon match de la semaine, c'est ma chronique. Et là, ça sera plus. Là, je pense que je vais changer le nom de ma chronique. Ça sera pas le match de la semaine. Et pour les prochaines fois, ça va être le Ospreay de la semaine. Ouais. Parce que je pense qu'il est dans une classe à part en ce moment, Will Ospreay. Et j'ai l'impression qu'à chaque semaine, on pourrait avoir un match de Will Ospreay à analyser. Et celui-là, même si j'ai analysé son match lors de Revolution, j'ai vraiment beaucoup apprécié celui-là également, Carl Fletcher. Puis il y a beaucoup de clins d'œil également avec le match qui a eu lieu contre Takeshita, que je te dirai.
Fait que tout d'abord, on réinstalle, si on veut, à l'intérieur du match l'histoire. Les deux rentrent, mais c'est des amis. C'est deux amis. Ouais. C'est un peu son mentor. Will Ospreay, c'est le mentor de Kyle Fletcher. Encore à la boîte des commentateurs, on a Dan Callis, qui est comme, hey, c'est deux de mes poulains, c'est deux de mon équipe. Va-tu se passer quelque chose? On sait pas. Mais dès le départ, beaucoup de respect entre les deux. Même une caresse qui se fait entre les deux lutteurs. Oui. On sent qu'ils sont contents d'avoir un match un contre l'autre de cette manière-là. On la filme de loin. Je sais pas pourquoi Tony n'a pas fait un... Peut-être qu'il voulait pas trop mettre l'emphase là-dessus. Donc c'est comme filmé de là. On voit qu'il donne une caresse dans le ring. Mais on le voit pas. Fait qu'une preuve de respect entre les deux. On commence avec un peu de technique, du grappling pour commencer. On se rentre dedans. Un rentre dans l'autre, un rentre dans l'autre. Ospreay se fait comme projeter par terre, puis rapidement, il revient, puis il remonte immédiatement en faisant mon rêve. Ça, c'était quand même impressionnant, parce qu'il tombe, puis il remonte tout de suite, comme si il s'était pas fait tomber, comme s'il est fait en caoutchouc. Je l'adore. Très bon. Bravo pour mon rêve. On continue les échanges, mais c'est toujours... Tu sens que le début de match, c'est toujours Ospreay qui a l'avantage. Je te dis même, dans le courant du match, c'est ce qu'on installe. C'est Ospreay, il a plus d'expérience. Ospreay, il est le mentor de Kyle Fletcher. Donc, tous ces petits échanges-là, on dirait un peu comme on a fait avec Takeshita, mais Takeshita, c'était plus qui va être le meilleur pour faire le meilleur mouvement. Mm-hmm. Là, c'est pas qui va être le meilleur parce que c'est toujours Ospreay qui en ressort gagnant quand on fait un mouvement. Kyle Fletcher essaie de le faire, mais se fait prendre, se fait contrer. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on installe le match. Expérience versus recrue, un peu plus. Fletcher, il est projeté dans le coin, mais il réussit quand même à reprendre le contrôle pour contrer un potentiel Ospreay qui foncerait sur lui. Mais, fait que, il se piche dans les airs pour comme que Ospreay passe en dessous de lui pendant qu'il est dans les gardes. Mais non, Ospreay, encore l'expérience, s'arrête. Fait que le regarde faire ça dans le vide. Il est comme, tu m'auras pas, mon gars, c'est moi qui ai l'expérience. L'expérience parle. Il se permet même de jouer un peu avec la foule. Hein? Tu sais qu'Ospreay, son attention est pas à 100% sur Kyle Fletcher. Comme si il le sous-estime un peu. C'est ça qu'on vend. Il est comme... C'est cute, t'es bon, ben, gars, j'ai le temps d'aller faire des petits becs dans la foule, merci tout le monde. Fait que là, ça commence un peu à frustrer Fletcher qui est pas capable de bien placer un coup. Fait que là, il fonce sur lui. Le projet de Air Force, en fait, sur le turnbuckle. Et là, c'est là que Ospreay vend pour la première fois une blessure. Fait qu'il se blesse, une espèce de blessure au bas du dos qui a déjà eu une opération à l'époque. Et là, il est à terre, il est pas à l'extérieur, mais on décide quand même de mettre une première pub de ce côté-là. Donc, on revient de la pub par la suite. La différence entre ce match-là versus celui avec Takeshita, qu'il y a eu à Revolution, c'est que les deux, tu sens le respect, puis tu sens qu'ils s'apprécient. Alors que Takeshita, tu sentais qu'il y avait plus de jalousie, plus de comme, je suis capable d'être meilleur que toi, puis je vais te le montrer. Ouais. Là, tu sens, il n'y a pas ça, mais il y a du respect entre les deux. C'est comme si on est un peu dans un performance center, puis on voit les deux s'entraîner. Est-ce qu'on retient des coups? Est-ce qu'on retient du côté de Fletcher, non. C'est juste que du côté de Fletcher, on a un peu de la difficulté à les placer comme il faut. Okay. Parce que Ospreay bouge souvent. Mais Ospreay, oui, on sent qu'il prend à la légère Kyle Fletcher, puis qu'il retient un petit peu ses coups. À peu près le match. Quand on revient de la pub, Ospreay se catapulte à l'aide des cordes dans un saut en planche comme il est capable de faire. Fait que super saut en planche vers l'extérieur sur Fletcher. On ramène dans le ring. On tente un Oscutter, mais c'est contré en Snap Dragon Suplex par Fletcher. On tente le premier pin. 1, 2, et non. Fait que quand même un premier pin qui arrive après une pub, tout ça. Fait qu'on a quand même eu un respect du côté d'Ospreay, de genre, je vais pas tout de suite tenter un pin. Et c'est du côté de Fletcher qu'on tente le premier pin. Nice. Ensuite, c'est le moment du combat de Chop. Fait que je sais pas si ça a été inspiré par ta chronique en Dirty Dom et Gunter, mais là... Oui, c'est donne-moi des chops. Fait qu'on se tient même la main. On se tient la main et on se dit, let's go. On se donne des chops en se tenant la main. C'est cute. Les deux, chacun de leur côté, ils se donnent des chops. Mais, encore une fois, Ospreay est meilleur, il est plus fort. Fait que c'est lui qui fait les chops qui font plus mal. Ospreay est obligé de lâcher sa prise de la main. Fait que il fallait se garder. Premier qui lâche, il perd. Fait que là, Fletcher, il perd. Il a mal. Puis là, Ospreay est comme, gars, c'est bon, là. Je sais que je suis meilleur. Je vais mettre mes mains dans mon dos. Viens m'en donner une. Là. Je te donne un coup gratuit. Fait que là, Fletcher, il sort là. Puis il est comme, ça va pour faire un chop. Mais non. Il trompe la vigilante et il fait un super kick à la place d'un chop. Fait que là, ça surprend Ospreay. Fait qu'on voit le petit côté. Tu sais, il est heal Fletcher, mais il est comme heal pour comme essayer de tricher parce qu'il est pas capable de le battre si c'est pas à arme égale. J'adore ça.
Euh, Ospreay se reprend tout de même rapidement. Il reprend quand même l'avantage rapidement après cette surprise-là. Il fait lui-même un super kick par derrière. Il est comme, gars, tu vois, moi, mon super kick, qu'on va appeler un heel kick là, à partir de maintenant. Ouais. Une espèce de heel kick du côté. Il retente le Oscutter encore, mais Fletcher, il le voit venir. Ils se connaissent quand même bien, ils sont entraînés ensemble. Fait qu'il met, il met sur ses épaules en position powerbomb en l'attrapant. Ça va pour se mettre en powerbomb, mais Ospreay contre en se pitchant dans les airs en faisant une espèce de Hurricanrana de dos. Fait que super bien exécuté pendant qu'il était en position powerbomb juste avant. Fait que c'est ça, c'est super bon. Cependant, c'est bloqué par la suite par Fletcher, qui est comme là en position style clash, si on veut. Tente de relever en powerbomb pour une nouvelle fois. Mais dans les airs, Ospreay il est magique. Il se pitch dans les airs, il transforme ça en DDT, puis il atterrit en DDT. Toute cette petite séquence-là, c'est magnifique. Beau, allez voir ça. Oui, c'est de la belle transition, puis du bon. Tu sais, de la fluidité, tu comprends pas comment ils font ça. C'est exactement ça. Ospreay ensuite se dirige dans le coin, il veut en finir. Il se met en position un peu de faire son Hidden Blade. Il s'élance. Et là, vous voyez en ce moment les images à l'écran. Ospreay, là, à l'image que vous voyez là, il est comme à 4 cm de frapper Kyle Fletcher. Puis Kyle Fletcher, il bouge pas. Et là, prochaine image, Kyle Fletcher, il a juste baissé sa tête au moment parfait. Je sais pas, comme clairement, ils se connaissent bien. Là, ils connaissent exactement le timing de l'autre. Parce que c'est tellement rapide, cet évitement-là, que juste avant, il est comme à 4 cm d'y frapper avec le coude. Puis il réussit quand même à l'éviter. Fait que ça, c'était très impressionnant au niveau du timing entre les deux. Là, une belle chimie. Ils se connaissent bien. Ospreay, cependant, il l'a manqué, mais il perd pas de temps. Il tente de sauter sur Fletcher, qui l'attrape. Il le lance en pitchant, genre tête première sur le turnbuckle de la deuxième. C'est super bien fait, ça aussi. Par la suite, on venait à l'extérieur du ring. Là, après l'avoir pitché, on a un This is Awesome, parce que là, c'était comme beaucoup d'enchaînements super bien fait. Fait qu'on retourne sur le bord du ring. Le apron, comme on appelle. Ospreay fait un heel kick, encore une fois, sur l'apron. Il monte sur la 2 Axiom à l'extérieur et fait un Oscutter sur le bord. C'est magnifique. Vous voyez la hauteur dans l'image, là. C'est genre digne d'un RKO. La hauteur que c'est, le timing que c'est. Puis land à l'extérieur sur le bord du ring. C'est super bien fait. Et là, comme les deux sont à l'extérieur, ça veut dire quoi, Pierre? Ben, il va y avoir une pause. Il va y avoir une pause. Fait qu'il y a une deuxième pub. Fait que c'est rare. Deuxième pub dans le même match. Un très long match. On revient de la pub. On est dans le ring. Ospreay domine encore physiquement Fletcher. Et là, on a un peu une dynamique grand frère, petit frère. T'as-tu des frères et sœurs, toi, Pierre? Oui, je suis le plus jeune de 4. T'es le plus jeune de 4. T'avais-tu un grand frère? Oui, un grand frère 3 ans plus vieux quand même. Et as-tu une petite dynamique un peu de comme, tu sais, des fois tu joues à des jeux vidéo. Ouais. Puis là, lui, clairement, il est un peu meilleur parce qu'il est plus vieux. Puis là, il est comme, bon, je vais te laisser une chance. Puis mettons Super Smash Bros. Oui, Super Smash. C'est genre, c'est 3-1 Lévis, puis comme, gars, je vais me pitcher 2 fois dans le vide, ça va être 1-1, puis comme ça, c'est comme. C'est un peu ça. Un peu ça quand même, oui. Ouais, ben l'histoire qui est à longtemps de Fletcher, puis Ospreay, c'est la même chose. Fait que là, la dynamique grand frère. C'est complètement autre chose, ça n'a pas rapport avec ce que je dis, non, c'est ça. C'est exactement ça. Il est plus fort, Ospreay, mais il est comme, gars, je vais te laisser des chances, Fletcher. Fait que, Pour qu'il apprenne. C'est ça, pour qu'il apprenne tout ça. Fait qu'on revient, puis c'est un peu cette mentalité-là. On se refait des chops, on court dans les câbles. Ospreay fait cette espèce de black flick sur le chest de son adversaire qui est super belle. On enchaîne avec une tentative de qui? De Tombstone Piper. Fait que, on a tantôt mentionné Undertaker. Fait qu'un petit clin d'œil à Undertaker ici. C'est Ospreay qui le tente. C'est contré par contre en Tombstone du côté de Fletcher. Fait qu'on sait pas si c'est ça, c'est contré. Peut-être c'est un idole aux deux, mais on voulait l'intégrer dans le match. Ensuite, il est en position de Tombstone. Ospreay se défait en sautant encore une fois dans les airs, comme un peu il a fait un peu plus tôt. Atterrit encore une fois, comme il a fait plus tôt en Hurricanrana. Mais là, ce coup-là, ça fonctionne. Il réussit à réussir la prise. Il se fait pas reprendre d'une autre manière. Puis il en va au sol par Ospreay. C'est magnifique, tout ça. Puis cette fluidité-là dans les airs, d'atterrir au bon moment, il n'y a personne qui fait ça. Des fois, tu le vois un peu du côté des luchadors, là, qui sont habiles dans les airs, mais il y a un monsieur aussi gros. Oui.
musclé, caucasien là, et tout. Ouais. Là, c'est rare qu'il y ait cette fluidité-là dans les airs. Et Ospreay, il l'a. Fait que là, il monte sa troisième. Essaie peut-être d'aller faire, je sais pas, un des mouvements à la Ospreay. Mais Fletcher, il vient le rejoindre, il le frappe. Il tente de faire un avalanche Dragon Suplex. C'est la troisième. Mais Ospreay, il atterrit. Au lieu d'atterrir sur le dos, il atterrit sur les jambes parce qu'il a plus d'expérience, il est meilleur. Fait qu'encore une fois, on vend ça. Par la suite, lui, Fletcher, il en revient pas. Là, il est comme... Tu vois l'image de sa face. Il est juste que... Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour avoir un mini-avantage à quelque part dans ce match-là? Il est au désespoir. Il n'y a rien qui fonctionne. Ospreay, il a réponse à tout. Il compte tout. Puis le peu de fois qu'il l'a surpris, il reprend tout de suite l'avantage. Fait que c'est vraiment cette histoire-là qu'on raconte. Fait que là, il est comme, tout, ben, je fonce sur lui. Mais Ospreay, il contre encore. Il fait un powerbomb lui-même. 1, 2... Non! Ok, Fletcher, il en reste encore. Il en reste encore dans le réservoir. Ah ouais. Kick d'en face ensuite de Fletcher. Les petits kicks là, sur le bord. Tintin. J'étais un peu humiliant. Mais il compte, puis il fait un genre de... Il pogne en genre de double underhook. Il le monte en powerbomb, puis il le fait atterrir sur le côté. C'est comme un mouvement que je vois pas souvent, là, mais... Pogne, le lève, puis il tombe sur le côté. Essaie le pin. 1, 2, non. Pas assez pour faire... pour que Ospreay... perdre ce match. Par la suite, on tente un espèce de last ride. Et là, deuxième clin d'œil à Taker dans ce match-là. Fait que c'est Fletcher qui tente le last ride. Il est super bien fait d'ailleurs. Là. Il le met au bout du bras. Il le drop. Et Ospreay atterrit. Il t'atterrit pas genre sur le coup, mais pas loin du coup. Là, puis ça a l'air de faire mal. Ça a l'air... Tente un pondé encore une fois. 1, 2... Et non, encore une fois. Et là, la foule, elle n'est pas juste des César ça, mais elle dit et parce que le rythme du match est incroyable à ce moment-là. Puis il y a juste à la All Elite Wrestling qui peut avoir un rythme comme ça. On amène ensuite Ospreay sur la troisième, dans le coin. Il s'en sort. Il fait un super kick pendant que la tête de Fletcher est prise encore une fois. Puis pendant qu'il est étourdi, Ospreay se positionne pour un gros mouvement. Il est comme en équilibre sur la corde. Tente encore une fois le Hurricanrana de dos de la deuxième corde. Et c'est réussi encore une fois. Fait que là, c'est encore le même mouvement, mais là, réussi de la deuxième. On sent un rappel des deux histoires. Tu sais, le rappel avec Takeshita, c'était très... Les deux, on essaie les mêmes mouvements. Puis finalement, c'est un des deux qui finit par l'appliquer le mieux. C'est un peu la même chose. On s'acharne à faire les mêmes mouvements, mais dans cette histoire-là, c'est tout le temps Ospreay qui finit par bien les faire puis par mieux les appliquer. Fait que c'est pour ça que j'aimais le clin d'œil des deux histoires mis à Revolution dimanche, puis ensuite le mercredi à Dynamite. C'est un gros impact, un beau sell. On enchaîne ensuite avec un Hidden Blade dévastateur. Moi, je suis comme, c'est bon, ça se termine là. Un Hurricanrana de la 3, atterri, suivi d'un Hidden Blade. C'est fini. C'est terminé. 1, 2, et non. Et là, ça, tu sais comment moi, j'aime pas ça. Quand on fait des kick-outs sur des finishers, surtout avec cet enchaînement-là, c'est un Hurricanrana de la 2. C'était protégé. Qu'est-ce que vous faites, AEW, dans le booking? J'ai pas aimé ça. Il aurait dû avoir quelque chose d'autre qui fait qu'il n'y a pas de pin. Ou peut-être Ospreay qui décide que... Un peu comme Gunther qui le relève puis dit on va continuer encore un peu. Mais non, là, on a fait faire... Puis je pense que c'est un rub de la part de Ospreay parce que c'est quand même son bon ami, Fletcher. Je pense que oui. Je vais y permettre de kicker out de mon Hidden Blade pour le vendre fort, justement. Fait que là, bon, on continue le... T'sais, on a quand même protégé le Stormbreaker. Il n'y a personne qui a encore kické out du Stormbreaker. Alors, Late Wrestling, mais là, j'aurais protégé aussi le Hidden Blade. Fletcher, pendant là, il est rendu épuisé. Mais il lâche pas le match. Fait qu'il s'ensuit. Il fait un espèce de magnifique enchaînement de compte. Fait que ça commence avec un coup d'avant-bras de Fletcher, contré par un potentiel Dragon Suplex par Ospreay. Mais ça, c'était une feinte pour placer son heel kick. Fait que tu vois comme l'espèce d'intelligence d'Ospreay, même dans... En tout cas, très été prévu, mais il fait semblant qu'il fait faire ça, fait le heel kick à la place. Ça va d'un câble. Fletcher, il évite le coup. Il va d'un câble aussi. Ospreay contre avec une tentative de powerbomb, qui elle aussi est contrée par une autre tentative de powerbomb par Fletcher. Ospreay, il se défait. Il retente son heel kick. Mais c'est évité encore une fois par Ospreay qui contre lui-même avec un super kick. Il retourne d'un câble, mais Ospreay, il contre avec un standing Spanish fly. 1, 2... Et non, pas encore. Mais toute cette séquence-là de contre, c'est magnifique. Allez écouter ça. Ah oui. C'est super bon. Ospreay, il perd pas de temps. Cependant, après ce Spanish Fly, il enchaîne rapidement. Fait que, let's go, on s'en va dans il fait un Oscutter. Il réussit enfin à appliquer son Oscutter pour la première fois. 1, 2, non, pas encore. Fletcher, il est épuisé. Il demande la merci
si on veut, de Ospreay. Il se lève, il est à genoux, il a plus d'énergie, il sait plus quoi faire. Oui, il a réussi à kicker out, mais il sera pas capable. Il sait qu'il sera pas capable de gagner ce combat-là. Fait qu'il regarde de désespoir, pis comme, viens-t'en. J'étais à genoux, viens me le faire, ton Hidden Blade, que je meurs. Et c'est exécuté à la perfection. Un gros Hidden Blade d'en face, sans vraiment possibilité de s'en sortir. 1, 2 et 3. Un bon match. Un bon match. Écrit dans le respect aussi. Ouf. Après le match, on se fait des câlins. On se respecte. Dan Callis monte sur le ring. Je peux avoir une intervention. Ben non, pas encore d'intervention. J'aime ça quand même parce que je suis comme. Oui. C'est comme si Dan Callis, il est comme. Je peux pas me départir de Will Ospreay. Il est trop puissant. Il est trop fort. Fait que peu importe ce qu'on va installer. En tout cas, peut-être éventuellement, il y aura quelque chose. Mais pour l'instant, il est comme. Faut que je le garde dans mon équipe. Il est trop fort. Oui. Et là, qui arrive pas? Puis après, on en a parlé. Bryan Danielson arrive. Et là, moi, je suis dans mon salon. Je capote. Je crie. Je suis genre, oui, donnez-nous ce match-là. On le veut tellement le voir. On le savait que c'était là, mais on savait pas quand ça allait arriver. Puis là, ça arrive vite. Ça arrive vite. Ça arrive à Dynasty. On va faire un petit saut dans le temps à Collision, mais ça a été confirmé à Collision. On reviendra sur la promo, mais une belle poignée de main qui a officialisé ce match-là entre les deux. Fait que tout ce match-là, pour le build-up, pour ce que ça amène, ça a été mon match de la semaine, qui est un match digne de pay-per-view, encore une fois. Fait que ça vous tente de regarder. Oui. C'est quoi le meilleur match cette semaine de lutte? C'est ça. Allez le voir, il est disponible en partie sur YouTube. Dans les prochaines semaines, mois, années, nos analyses, ça va vraiment être de... le match de la semaine, c'est Will Ospreay. À moins d'une blessure, ça va être ça. C'est tellement fluide, c'est bien écrit. C'est rapide, c'est rythmé. Puis l'histoire change aussi. C'est pas tout le temps la même histoire qui est racontée. Il réussit à varier certains thèmes, varier certains clins d'œil aussi. Donc, c'est super bien fait, super bien monté. Je sais pas qui backstage travaillait avec lui pour monter tout ça, mais c'est très, très bien fait. C'est vraiment, c'est écœurant. Puis, tu sais, il fait beaucoup penser à Bryan Danielson dans la logique, l'intelligence, pour qu'on place ce coup-là, pour qu'on le fait là. Fait que je suis très excité à voir ce que les deux vont nous faire dans un ring. Fait que c'est ça. Ça sera pour le prochain pay-per-view Dynasty. Mais on a hâte de toute cette construction-là. Ouf. Et c'est ce qui termine ce Dynamite qui était, ma foi, quand même bon. Un bon Dynamite. La bonne lutte. La bonne grosse lutte. Ah, ouais. Et là, on enchaîne vers de la moins bonne lutte, mais de la meilleure histoire racontée avec SmackDown du 8 mars. D'ailleurs, chapeau, mesdames, journée de la femme. Ça n'a pas été mentionné à travers l'épisode mais de SmackDown, mais c'était la journée de la femme, le 8 mars. On l'a pas dit, mais on va le dire ici. Il n'y a pas eu de match. Ça n'y a pas eu de match à SmackDown, mais il y a eu un gros segment. Les derniers 20 minutes, gros segment avec Rock, Cody, Seth et Roman Reigns. L'histoire continue, tout simplement. L'histoire continue. Fait que l'intro... moi, j'aimais, c'est ça, au début de l'épisode, qu'on installe, que tout le monde arrive avec des millions de gardes de sécurité. Tu sens comme, OK, on installait bien. Il y avait genre vraiment beaucoup de monde qui protégeait tout le monde pour que personne ne se frappe. Puis, t'écoutes le début, tu veux voir la fin, tu sais. Exact. Puis, tu sais, au milieu, juste avant le segment, on a perdu la trace de Cody et Seth. Ils sont rendus où? Comment ça, vous les surveillez pas? Et après, moi, ils ont creusé un petit tunnel dans leur loge. Puis, ils se sont sauvés de cette manière-là. Parce qu'il n'y avait pas d'autre sortie. Mais ils auraient pu sortir. Fait que, on arrive à ce segment-là. Et là, juste les entrées, là, j'ai checké, là. C'est 10 minutes. Toutes les entrées, là, bout à bout. The Rock, Reigns qui rentre en premier, The Rock qui arrive ensuite. Pour l'entrée de The Rock, parce qu'à chaque semaine, maintenant, on l'a un peu changé. T'as-tu remarqué? Non, j'ai pas remarqué. On a comme les coups d'éclair maintenant qui arrivent avant son entrée pour le Most Electrify Man. Fait qu'on met des éclairs qui arrivent, qui frappent avec le logo en arrière de The Rock. Le logo également qui a les yeux rouges maintenant, qui est un méchant. Mais les coups d'éclair un peu partout, ça, j'ai aimé ça. On le filme de loin. Vous voyez l'image. Je trouve que ça look bien. Et quand il arrive, évidemment, il y a un nouveau jacket à chaque semaine. Et j'aime bien analyser, moi, ces jackets. T'as trouvé que ça ressemblait à quelque chose en particulier, toi? Non, j'ai pas été à ce point-là si profond. Moi, je trouvais que c'était très inspiré de Q-Bert, le jeu vidéo, le vieux jeu des vidéos des années 80 sur la vieille Nintendo. Tu sais, fallait genre, t'es comme un bonhomme qui saute sur les escaliers puis qui fait changer les couleurs. Tu regarderas, là, tu vas voir les photos, là, tout le design de ça, c'est un gros Q-Bird géant qui se promène.
Bon, tu vois pas Qbert, mais tu vois un espèce de petit escalier. Fait que. Ok, je vais checker ça. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est l'inspiration Qbert cette semaine. La semaine dernière, c'était Free Willy. La première semaine, c'était les Cités d'Or. Maintenant, c'est Qbert. Ah oui, Qbert, je vois ça. Je vois ça. Fait que, c'est ça. Ils rentrent, puis là, ils se calent, ils font les catchphrases, tout ça. Et là, qui arrive pas par la foule? On a Cody Rhodes et Seth Rollins. On a perdu la trace, qui arrive par la foule. On les aime. Et là, on s'en va à la pause, parce qu'il y a maintenant, il faut faire une pause. On revient de la pause. Ils sont rendus sur le bord du ring. Un espèce de segment aussi qui a pris, d'après moi, un peu plus de temps. Mais tu sais, tu sentais l'intensité, les émotions de tout le monde. The Rock est encore super solide en méchant, en heel, à insulter tout le monde. Il se permet de sacrer quand même pas mal là, The Rock dans ses promos. Il s'en calisse, même s'il y a une fin, lui. Il censure pas trop. Il va passer la facture à Triple H parce que c'est un peu son boss. Puis il va faire comme, whatever. Ouais, mais. Il l'a nommé dans la promo que. Il s'en fout, qu'il est le patron de tout le monde ici. Là. Ben oui. Il est sur le board, là, comme il brise le mur, puis il le dit. Là, ça me dérange pas, moi, vous autres, là, votre petite game là, d'enfant. Là, moi, je suis votre boss, puis j'aime bien ça. J'aime bien ça, puis je sais pas si t'étais rendu là dans ton analyse. Là, mais go. La fin? Ouais. Quelle fin? Quelle fin? Mais une fin un peu précipitée. J'ai senti qu'on a peut-être manqué de temps. Parce que... je pense que oui, mais en même temps, je sais pas. Parce oui, abrupt, mais qu'est-ce que tu veux faire après? Parce que Cody a retourné l'appareil de la claque qui a été donnée il y a quelques semaines. Et quelle claque! Quelle tape d'en face! Il s'est lancé, puis il l'a pas manqué. Direct dans la grosse face de The Rock, puis ça a fini après ça a fini là. Fait que puis on a vu des images après sur les internets, puis il s'est pas rien passé après que l'épisode soit terminé. Fait que est-ce que c'est ça qu'on voulait, donner l'effet de il y a une claque, puis on s'en va de même, puis on laisse en suspens? Est-ce qu'on manquait de temps? Je sais pas, moi j'aime ça. Je pense que c'est supposé finir comme ça. Je pense juste que c'était un tantinet. J'aurais pris peut-être un autre 10-15 secondes de réaction de voir les deux qui se font face à face. Ah, je comprends. Ok, après la claque. Après la claque, puis quelque chose, où t'as un Michael Cole qui cale quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Mais, quoi que c'est Grave qui était à SmackDown. Grave qui cale quelque chose. Mais, non, mais oui, c'était une bonne idée de segment. C'est juste que je pense que The Rock, puis quoi que la pause est arrivée aussi, mais il y a quand même eu beaucoup de discussions. Je pense que The Rock, faut qu'il comme c'est pratique à faire. Ouais, j'ai un deadline, puis il faut que je dise tout. Ouais. Non, mais tu sais, je peux pas trop jouer avec la foule quand je suis dans le dernier segment, parce que il n'y a pas de buffer après. Là. C'est ça, j'ai pas de buffer. Quand tu peux prendre du temps, puis les matchs écoperont plus tard, mais... Faut dire aussi que ce segment-là existe parce que les deux gentils, donc Cody et Seth, ont accepté l'offre du Bloodline et de Rock, du tag team, qui va sûrement fermer je sais pas si ça va main event, mais la soirée 1, donc c'est un tag team Bloodline. D'après moi, ça va être main event. En tout cas, on va voir. Ça va être dans les prédictions, le questionnaire. Mais moi, je pense que je vais le mettre comme main event de la première nuit. Je pense que oui. Puis ils ont accepté. Fait que on va bien voir comment tout ça va découler. Il reste quand même un mois maintenant, 3 semaines. 3 semaines, ouais. 3 semaines. 3 semaines, un mois. Voir, vers où ça s'en va. Ils vont continuer en promo. Il va tous avoir un match. Est-ce qu'on va voir Rock se battre avant WrestleMania? Je pense pas. Je pense pas non plus. Peut-être. On sait pas vers où ça s'en va. Mais moi, j'ai bien aimé tout ce segment-là. Il n'y a pas eu de match qu'on a aimé à SmackDown, malheureusement. Non, c'était tout. Seulement ce segment. Fait que vous allez vous éviter un peu d'écoute. Sur 1h30 pas mal. Avec ça. Même si vous passez les entrées. 1h50. Pas mal de sauver en lutte. Et on enchaîne avec le dernier épisode de cette semaine qui était le Collision. Le meilleur épisode de la semaine, d'après moi, toute promotion confondue. C'était excellent. C'était un bon Collision, ouais, effectivement. Fait qu'on a commencé à en parler tantôt. On a eu les Tony Awards avec Madame Toni Storm. C'était bien joué. Il faut dire que c'était le deuxième. C'est tout de suite après que Mariah May s'est battue avec Trish Adora. Là, c'est-tu sa nouvelle gimmick, l'ancienne gimmick de Toni Storm? Parce que ça a l'air que ça. Elle a joué forte, là, tu sais. Mariah May qui joue l'ancienne gimmick de Toni, qui même que sa musique
Ouais, les pins aussi, un peu de la même manière, faisant le rock and roll. Rock and roll. Fait qu'elle rentre complètement. Tu sais, puis après le match, c'était quand même un bon match. Je vais juste nommer que Trish Adora, dans le match, a fait un genre de souplex à genoux. J'avais jamais vu ça, qui a fini en pont. Je trouve ça super beau, super original. C'était très beau. Après le match que Miami a gagné, bien évidemment, Tony Storm rentre et annonce officiellement les premiers Tony Awards, Tony avec un I pour pas être apporté en justice, et qui gagne le premier Tony Award de l'histoire, et c'est Miami pour son rôle de Tony Storm qui rock. Donc les deux, il y a des niveaux là-dedans, le jeu, là, c'est tellement niaiseux. J'aime vraiment ça. Tony Storm est incroyable. Miami, future star assurément. Sky's the limit. Et Diana qui vient après ça casser le party, qui vient voler le trophée et qui quitte avec le trophée. Fait qu'à savoir où ça s'en va, aucune espèce d'idée, mais j'ai beaucoup aimé ce segment-là. Ouais. Ce que j'aime aussi de cette histoire-là, c'est qu'on dirait que Tony Storm, avant que Mariamé se déguise en elle-même, elle pas beaucoup d'importance à Mariamé. Oui, et là, depuis qu'elle l'a interprété elle-même, ouais. là, on dirait qu'elle l'aime plus, Mariamé. Elle lui donne plus d'importance, elle vient la féliciter après les matchs, elle lui donne des câlins, alors qu'avant, elle était tout le temps comme on la laisse de côté. Fait que j'ai hâte de voir dans la construction, ça s'en va. Ouais. Mais c'est ça, j'ai été étonné, mais je pensais que le award, elle allait se le donner à elle-même. Ouais. Finalement, elle l'a donné à. Fait que. Un petit swerve là-dessus. J'ai bien aimé. Sinon, un autre. Une espèce de bon match entre Nick Wayne. Oui. Un bon match. En tout cas, un squash match, mais. Moi, j'aime bien Nick Wayne, son attitude, son aura qu'il y a dans le ring. Il y a un bon hit factor. Il commence à avoir un charisme qui paraît un peu plus. Après vraiment le match, il a fait des clins d'œil à la caméra. J'ai comme, wow, c'est qui ce jeune homme-là qui est devenu un adulte devant nos yeux. Et après, Copeland est arrivé avec un masque de luchador qu'il a enlevé. C'est un genre de segment un peu bizarre, j'ai trouvé. Copeland qui sort une boîte dans le dessous du ring. Qui montre ce qu'il y a dedans. Personne voit ce qu'il y a dedans vraiment. La caméra est en arrière. Puis Cage c'est écrit Spike dessus. J'ai pas remarqué c'est écrit Spike dessus. Ouais, c'est écrit Spike sur la boîte qu'il a ouverte. Si on finit le nom de Spike, ça serait quoi? Dudley? Dudley, c'est ça. Mais on dirait que c'est comme pour le prochain match à Toronto. C'est pas, ça s'en va c'est où, ça, mais... j'essaie de retourner dans mes souvenirs à savoir s'il y a-tu un moment donné, il y a eu une histoire entre les deux, ou qu'est-ce qui pourrait être dans une boîte de même? C'est une petite table pliante, justement, Spike Dudley. Il va y avoir les Dudley qui vont venir aider, qui vont être dans le coin. C'est pas, mais ça va être le match à Toronto la semaine prochaine. Et le match 3, 2 des 3 matchs se sont faits au Canada, un à Montréal, un à Toronto. Beau booking. Le match 3, j'aime bien ça. Ça va être un I quit match. Yep. J'abandonne match. Donc, j'ai hâte de voir ça. Ça va sûrement sortir un bon match parce que c'est le 3 de 3. Un I quit, c'est aussi la fin d'une feud d'habitude. À voir ça va s'en aller où, mais d'après moi, il risque d'avoir encore une fois quelques interventions parce que c'est un peu permis dans un high quit, parce que la seule manière de gagner ou perdre, c'est de tant qu'il n'y a pas de coup de chaise ouverte à la tête, puis qu'il y a quelqu'un de fendu de bord en bord du crâne. Clin d'œil à Mick Foley. The Rock, justement. Sinon, il y a eu des bons matchs aussi. Toi, t'as bien aimé Bryan Danielson contre Shane Taylor. Oui, c'était une rencontre de style, parce que Shane Taylor, un peu plus gros monsieur brawler. J'ai bien aimé ça. C'était Hill contre Hill aussi, mais clairement, Bryan était over à l'intérieur du match. Ouais. Puis je trouvais que Bryan vendait bien la force brute de Taylor. Fait que les gros chops, les gros coups que Taylor faisait, Bryan les vendait bien, ça le rendait plus fort aussi. J'ai bien aimé aussi Nigel qui continue de détester constamment Bryan Danielson, tout ce qu'il fait. Il trouve arrogant, il trouve qu'il est pas bon. Ça, c'est facile à faire, ce mouvement-là. C'est un clin d'œil. C'est un peu dans les rêves de peut-être avoir un dernier match, parce qu'il y avait eu des grosses rivalités à l'époque à la Ring of Honor entre les deux. À voir si peut-être ça sera sur la checklist de Bryan et qu'on. Non, en tout cas, peut-être les médecins vont donner le feu vert à ça. Je sais pas, mais j'aimerais ça peut-être le faire un jour. Avant la fin. Et Bryan qui gagne. Ospreay par la suite vient le voir parce que. Bryan est arrivé, fait que là, Ospreay est arrivé. Et là, je bien aimé ça. Il y a eu des Ospreay Chan, mais il met tout de suite over Bryan. Il dit respect, blablabla, un des meilleurs lutteurs que j'ai jamais eu. Bryan également, de son côté, quand il prend le micro met over
Ospreay. Mais ça fait du bien à l'âme, ça. Le respect Sans le entre les respect deux. entre les deux, puis j'ai l'impression que toutes les rivalités en ce moment qu'on met autour de Ospreay, c'est très de respect versus respect Mhm. quand même. Fait que Mhm. ça risque d'être un match qui va peut-être aussi s'inscrire dans ça. Ou on verra peut-être un autre côté, mais les deux peuvent te sortir un match de fou. Là. C'est un dream match qu'on voulait, puis qu'on n'attend pas trop longtemps pour le faire. Fait que bravo Tony Khan pour ça. Oui. Brian qui a mentionné que le match contre Takeshita, selon lui, était un des meilleurs qu'il avait vu. Puis qu'il est vraiment hâte d'aller affronter Ospreay. Puis Gros les deux, ça montre le respect. Fait que j'ai bien aimé ça comme segment. Une rivalité qui se construit pas sur le manque de respect. Du tout. Alors que c'était la dernière de Brian avec Kingston. Là, c'est non, beaucoup de respect entre les deux. On va voir si Brian sera tantinet heel ou peut-être que l'entourage d'Ospreay sera heel. J'ai hâte de voir ça s'en va où, en fait. Qu'est-ce qui va se passer pour peut-être faire ce match-là? Qui va le gagner? Et ensuite, on a eu également le premier match de Okada. Ouais, C'était comme un genre de ouais, squash match 3 contre 3, mais les Young Bucks, ils n'ont pas participé au match. C'est rien passé. C'est Okada qui a travail. juste pété quelqu'un dans le ring, puis ça a fini là. Puis Ouais. Il entre par le ça- milieu, par contre, du Oui. stage. Ah, ça, là. Je trouve ça bon, là. Ah, les Il rentre pas par les petits tuyaux, lui. Il rentre Il par rentre le par le milieu. plancher, Sa comme propre Cody. entrée. Comme Cody avait sa Mhm. propre entrée dans le milieu. Mhm. Maintenant, c'est Okada qui a son entrée. Et après le match, surprise un peu, parce que il y a 15. Tu sais, Okada clairement veut la ceinture de Kingston. Il la prend. C'est le crown. C'est un truc qui a rapport aussi à la New Japan. Et là, Pac arrive. Ah oui. Un retour de Pac pour confronter Okada. Okada qui a comme une tête et demie de plus que Pac, là, mais... Ah, mais ça va être un bon match. Puis là, il y a une espèce de trio match qui est confirmé avec D-Elite contre Kingston, Pac, Penta. Mais à Dynasty, ça va être Pac contre Okada, là, ça n'a pas le choix. Là. Ben là, on va voir. Ou Kingston contre Okada. Ou je sais pas, les trois. En tout cas, j'ai hâte de voir ça s'en va où, mais ça va être un excellent match et tout, ce trio-là. Fait que j'ai hâte de voir ça. Ouais. Et dans les autres matchs que j'ai bien aimé, Lionheart Jericho, ce coup-là, il est revenu dans sa gimmick de Lionheart contre Titan. Titan, un lutteur de la CMLL. Et j'ai bien aimé le match. Il était bon, Titan. La première fois que je le voyais, moi. Ouais, moi et tout. Il était très agile, très athlétique. Ces espèces de genre. Je saute ses mains puis je spin. Là. Tac, 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 tac. Ça, j'aimais ça. C'était beau. Il y a un bon côté aussi high flyer. Et on finit avec une victoire de Jericho par le Wall of Jericho. Mais j'ai l'impression que c'est en train de redonner de la vigueur à la carrière de Chris Jericho, s'affronter contre des petits lutteurs luchadors très high flyer. Ça permet à Jericho de peut-être un peu moins bumper puis que le match reste intéressant, reste populaire. Puis Jericho aussi, c'est pas Monsieur Mus. Fait que quand il se prend des plus petits lutteurs, ben, c'est facile à transporter, c'est plus facile à faire les mouvements. Fait que je trouve que c'est fait 2-3 matchs là, contre les gens de la CMLL. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il retourne un peu à ses racines parce qu'il a été quelques années en début de carrière. Il risque d'avoir un dernier match, probablement, un de leurs galas éventuellement, mais j'aime comment c'est construit en ce moment. Ben, je pense que Jericho est quand même sur la fin, là, dans ses derniers milles. Ben oui, j'ai l'impression dans le ring. Puis, lui aussi, je pense qu'il y a une genre de checklist qui est un peu moins mis de l'avant que Brian, mais quand même, ça se sent un peu. Sinon, le dernier match qui a fermé le Collision du 9 mars 2024 de House of Black contre le clan de Jeff Jarrett avec Mark Briscoe. Mark Briscoe qui est encore... Mark Briscoe, là, MVP de ce match-là. Je saute des étapes, là, mais un moment donné, il a fait la troisième. Il a juste pitché genre un genre de Swanton Bomb, mais comme sur des chaises à terre. Mais qu'est-ce que tu fais, Mark? T'as pas besoin de faire ça. Mais il le fait pareil. Puis... Je l'aime tellement, ce bonhomme-là. Il me fait rire. Puis Jay Lethal en face, beaucoup plus le fun, je trouve, quand heel. Il fait mieux. Il est un peu entre les deux, entre Mark et entre le clan Jeff Jarrett, qui est complètement méchant. Mais dans l'énergie de ce match-là, qui est un street fight, avec beaucoup d'objets, même du feu. On a sorti du feu. Du feu, il y a bien des affaires, des guitares, des chaises, des tables, du feu. Un bon street fight avec beaucoup d'objets, mais moi je suis quand même bien exécuté. Oh oui, c'était bon. Mais bien exécuté. C'est très bon. J'aime le petit moment de Julia Hart qui vient battre Sonjay Dutt. Karen Jarrett qui vient confronter Julia Hart et reçoit le Black Miss. Est-ce que ça va avoir un impact sur le caractère de Karen Jarrett? À voir. Et Hart qui ne décroche plus. Ça, j'aime beaucoup ça aussi. Il fait le Black Miss, ça revient, il fait sa face de beurre, puis sa resting bitch face. Elle est bonne, elle a compris son personnage. C'est très bon. Bien. Et la table en feu pour le pin final. Marc. C'est bien fait. Un match qu'on vous conseille d'aller voir. Ouais.
Et c'est ce qui conclut notre dégustation de la semaine. Épisode, on a fait le tour un peu à travers tous les bons matchs. C'était quand même une bonne semaine de lutte cette semaine. Très bonne semaine, même que ça. À voir l'Elite Wrestling, côté lutte, vous avez livré la marchandise. Absolument, c'est un beau gros épisode. Là, on a eu quelques petits problèmes techniques avec mon internet. Ouais. Fait que là, on n'a pas le temps exact parce qu'on va avoir des coupures, mais dans le montage, je vais essayer que ça paraisse pas trop. Là. C'est bon, c'est Ou bon. je vais peut-être avoir un Pierre du passé, du présent, du futur qui va venir vous jaser. On verra bien. En tout cas, vous l'avez vu. Vous autres. C'est ça, vous l'avez vu. Là. Mais merci de nous suivre, même si des fois on a des petits bugs comme ça. On essaye qu'on reste ça. Gardez ça entertainant pour vous. Des fois, si l'épisode est plus long, mais c'est parce qu'il y a eu de la bonne lutte. Fait qu'on en jase, bien évidemment. Merci de nous suivre partout. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez commenter en bas, direct en dessous. Commentez. Si vous êtes sur vos plateformes de balado préférées, vous pouvez nous suivre aussi ou continuer la discussion sur Facebook, sur Instagram. On est là, on vous voit, des fois on vous répond, des fois on a moins le temps parce qu'on a des grosses semaines, puis Maxime il se tape 10 heures de lutte dans la même journée. Fait que, on vous le lit tout le temps, on essaie de vous répondre le plus souvent que possible. C'était quoi, vous, vos matchs de la semaine, vos segments, vos promos de la semaine? Qu'est-ce que vous avez préféré? S'il y a quelque chose qu'on a dit que vous n'avez pas aimé, que vous avez adoré, dites-nous-les en commentaire, ça va nous faire plaisir de réagir, de répondre avec vous. Prochain épisode, 14 mars, ce jeudi, on va avoir une invitée spéciale pour l'épisode et ça sera un épisode un peu plus, c'est ça, on va pas parler de la semaine, mais un peu plus général avec des chroniques différentes. Fait que, plaisir de vous voir là, c'était Max Ferriard ainsi que Pierre Castonguay pour les sommeliers de la lutte. Ciao ciao! Bye!